Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir mon pote que vous connaissez déjà, Pipou. Comment ça va, Pipou? Salut Marco. Euh, Ça a changé par ici? Bah ouais, t'as vu, on est sur une nouvelle émission et du coup, on a fait évoluer les choses. Qu'est-ce que t'en penses de cette petite mise en scène? C'est très sympathique et ça fait très plaisir de te retrouver ici. Et bah moi aussi, et figure-toi que j'ai un peu décalé nos cadres pour que justement vous, téléspectateurs, entre guillemets, qui nous regardez, vous puissiez avoir les présentations des BD qu'on va faire en plus gros. Et du coup, ça peut être plus agréable, et notamment si vous regardez cette vidéo sur un smartphone. Avant de commencer, j'aimerais remercier Mathieu de Maxirêve, qui est le partenaire de la chaîne, et qui est aussi, il me semble, partenaire de ton blog de traduction. Tout à Donc, fait. d'ailleurs, vous voyez, ça s'affiche l'adresse de ton blog, parce qu'on a la joie de profiter des traductions de Marvel Crisis Protocol fournies par notre cher Pipou international. Et ça, on te remercie énormément et vraiment merci parce que je trouve ça vraiment cool. Et continue comme ça jusqu'à temps que un jour, peut-être qu'ils feront ton travail chez Asmodée. C'est prévu, on ne sait pas quand. Ça marche, on va voir. On attend. Du coup, par rapport à Mathieu, il propose un partenariat avec la chaîne. Et pour obtenir ce partenariat, c'est pas compliqué. Il suffit en fait de se connecter sur le site de Mathieu et de créer votre compte. Et là, vous avez accès à pouvoir lui envoyer un message ou directement dans le contact par mail. Et vous lui demandez tout simplement qu'il active votre compte en mode VIP pour que vous bénéficiez de 10% sur toute la boutique et notamment sur les achats Marvel Crisis Protocol. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous êtes un joueur de Marvel Crisis Protocol. Je propose qu'on regarde un peu cette figurine. Qu'est-ce que t'en penses, Pipou? Moi, je la trouve vraiment très sympathique. On sent bien toute la puissance du personnage. Euh, il est dans une position bien dynamique et non, c'est une figurine qui fait envie. Ça respecte un peu son costume de comics. C'est fait. Et les bottes, c'est de quelle origine? On dirait des bottes médiévales. Ouais, ça fait partie du costume. J'ai pas d'explication particulière. On peut remarquer que cette figurine dispose d'un socle personnalisé, ce qui est pas fréquent dans Marvel Crisis Protocol. Ouais, c'est un nouveau socle, on n'avait pas celui-là, effectivement. Et en plus de ça, on a un bras alternatif où on a soit le luminaire, enfin le luminaire, le feu de circulation, soit un bras classique qui va foutre une droite. Toi, tu penses que tu vas le prendre pour tes équipes ou pas, Juggernaut? Ah. J'ai commencé très récemment La les confréries, donc c'est C'est quand je probable. jouerai la confrérie, ouais, je le prendrai dedans. Je vais certainement investir parce que la figurine est vraiment très sympa. Et bah, du coup, moi, je pense aussi que je le jouerai de temps en temps en confrérie. Après, j'attends de voir les prochaines affiliations qu'ils vont nous proposer. En tout cas, là, à l'instant T, quand on fait cette vidéo, on ne sait pas encore c'est quoi les affiliations, à part la Brotherhood. Donc, affaire à suivre. Toi, tu as un pronostic par rapport à ça? Ben, il n'est pas impossible qu'il fasse partie qu'il soit affilié aux X-Men parce que on le verra, hein, mais il a par moment à certains moments rejoint les X-Men, donc ce serait pas surprenant qu'il en fasse partie. Je vois pas d'autres affiliations auxquelles il pourrait être associé à l'heure actuelle. On verra. Ce que je propose, c'est que tu nous racontes un peu l'histoire de Juggernaut, dit Le Fléau en français. Fléau. Juggernaut, donc le Fléau, est à nouveau un ennemi iconique des X-Men. Il est apparu assez tôt dans X-Men, Uncanny X-Men numéro 12, donc, qui a été écrit par Stan Lee et par Jack Kirby. On va découvrir Ken Marco, qui est le demi-frère de Charles Xavier. Demi-frère parce que lorsqu'ils étaient enfants, Charles Xavier a perdu son père, Ken Marco a perdu sa mère, donc le père de Ken Marco était également veuf, et
le père de Ken Marco a épousé la mère de Charles Xavier, donc ils ont créé une famille recomposée. Mais naturellement, Ken Marco était un gamin violent, assez brutal, d'un naturel assez brutal, mais en plus, comme le père de Ken Marco semblait porter des louanges envers Charles plus qu'envers son propre fils, bah, il y a eu une jalousie qui s'est développée même jusqu'à la mort du père de Ken Marco, dont le dernier mot était pour Charles et non pas pour lui. Donc Kane a petit à petit fait mûrir une haine réelle envers Charles Xavier. Ils ont participé à la guerre de Corée tous les deux, donc ils se sont engagés chacun de leur côté, mais ils se sont retrouvés dans le même bataillon, ce qui est quand même une sacrée coïncidence. Lors d'une bataille, ils se sont retrouvés isolés du reste du bataillon, ils se sont perdus dans la jungle d'Asie du Sud-Est, jusqu'à arriver à un temple, un ancien temple, et Xavier a senti qu'il y avait une présence maléfique dans ce temple, donc il a mis en garde son demi-frère qui n'en a fait qu'à sa tête, et qui est pénétré dans le temple, et au centre de ce temple se trouvait une gemme couleur rubis, donc d'un rouge éclatant, et Ken Marco s'est emparé de la gemme. Il y avait une inscription qui mettait en garde quiconque prendra possession de cette gemme se verra doté des pouvoirs des rubans de Cyttorak et deviendra une bête inarrêtable. Au moment où il prend cette gemme, le temple s'effondre et Xavier n'arrive pas à sauver son frère, donc Xavier s'en réchappe et il est persuadé que son demi-frère est mort dans l'écroulement du temple. Et ce n'est que quelques années plus tard, lorsque Xavier a créé l'équipe des X-Men, qu'un colosse va faire son entrée face à l'Institut Xavier et va s'en prendre à ses élèves. Et ce colosse n'est autre que Ken Marco, puisque cette gemme magique l'a doté de pouvoirs incommensurables. Donc la gemme de Cyttorak l'a doté d'une force surhumaine, d'une résistance extraordinaire et d'une telle puissance qu'il va être considéré comme inarrêtable lorsqu'il est en mouvement. D'autant plus qu'il est équipé d'une armure et surtout d'un casque particulier, puisque ce casque, qui lui a été aussi fourni, qui vient aussi de la dimension de Cyttorak, le protège des attaques mentales et entre autres donc des pouvoirs de Charles Xavier. Donc les X-Men vont essayer de l'arrêter, puisque le fléau, c'est le surnom qu'il s'est donné, en veut à la vie de Xavier. Ils vont essayer de l'arrêter, ils n'ont rien y fait, il résiste aux rafales optiques de Cyclope, les murs de glace d'iceberg ne font rien pour stopper sa charge. Et ce n'est qu'en réussissant à lui ôter son casque que, du coup, il devient vulnérable au pouvoir psychique de Xavier, qui arrive à l'endormir et qui va ainsi réussir à l'enfermer. Il va l'enfermer, mais pour une période relativement courte, comme tout bon super-vilain, il va finir par s'enfuir et il va devenir un ennemi récurrent des X-Men, toujours animé par la haine qu'il voue à son demi-frère. Dans les années 70, il va faire alliance avec un autre vilain, Black Tom Cassidy, à partir de X-Men 101, et ils vont former un duo criminel, puisque le cerveau de Black Tom Cassidy et les muscles du fléau vont causer bien des tracas aux X-Men. Encore une fois, le fléau n'est pas un imbécile, c'est un personnage qui est quand même doté d'un niveau d'intelligence normal et capable de prendre ses propres décisions, mais tout de même, Black Tom Cassidy est un fiefé vilain qui va quand même réussir à manipuler le gaillard pour servir ses propres ambitions.
Pour autant, le fléau va pas toujours être du côté des vilains. Entre autres, dans la saga Onslaught, où l'esprit de Xavier va fusionner avec celui de Magneto pour créer une créature démoniaque Onslaught qui va mettre à mal les X-Men, les Vengeurs et les 4 Fantastiques, le fléau va se ranger du côté des X-Men pour combattre Onslaught. Et dans les années 2000, il va même rejoindre l'équipe des X-Men officiellement à partir de X-Men 410. Puis l'équipe de New Excalibur, qui est une équipe de super-héros britanniques qui est dirigée par Captain Britain. Sa dernière, peut-être pas sa dernière apparition marquante, mais en tout cas une apparition récente qui a vraiment marqué les esprits, c'est sans doute dans la saga Fear Itself, où le dieu asgardien, le serpent, va confier des marteaux magiques à un certain nombre de héros et de vilains de Terre pour les rallier à sa cause, et donc il va fournir un marteau au fléau, qui va devenir Curse, le briseur de pierre. Donc, en plus de sa force et de sa résistance naturelle, il va se voir doté de pouvoirs liés à marteau asgardien. Donc ça va en faire un des ennemis les plus marquants de cette saga. En plus, il a vraiment un look badass qui est quand même assez impressionnant. Peut-être qu'on aura une version alternative en figurine. Peut-être qu'ils vont le faire apparaître sous cette forme. Alors côté cinéma, il est apparu à 2 reprises. La première, c'était dans X-Men 3, l'affrontement final, une apparition de triste mémoire, puisque le personnage était quand même pas très bien traité, un petit peu ridicule dans son costume, et la façon dont il est mis KO en fonçant contre un mur est vraiment pathétique, je trouve, pour ce personnage. Donc c'était une triste apparition. Mais il a refait une nouvelle apparition un peu plus sympathique dans Deadpool 2, où il est en image de synthèse, mais où là, il est réellement colossal et effrayant, et d'une violence extraordinaire. Donc l'honneur est sauf pour le fléau au cinéma. Et il me semble qu'il prend Deadpool là, il déchire en deux. Voilà. C'était assez marrant ça. Tout à fait. Bah, très intéressant son histoire, que je connaissais pas en totalité. Moi je le connaissais surtout dans les jeux vidéo. Il est dans pas mal de jeux vidéo et c'est un personnage qui est joué dans le jeu passement justement. Ouais, dans les X-Men vs Capcom, je crois. X-Men vs Capcom 2. Peut-être il doit y être dans les X-Men vs Capcom ou dans les Street Fighter vs Capcom, ou sinon ils ont fait un X-Men sur PlayStation qui était un jeu de baston assez sympathique. Alors, du coup, je propose qu'on passe à sa carte de personnage, et notamment sa carte en bonne santé, pour commencer. Parce que là, pour une fois, on a pas mal de différences entre la carte en bonne santé et en mode blessé. Donc là, c'est un personnage qui a 8 points de vie sur sa face en bonne santé et 8 points de vie sur sa face blessée. Il se déplace à S, mais du coup, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un socle personnalisé. Mais ce socle fera la même taille qu'un socle de Hulk ou un socle de Punisher, non pas Punisher, Ghost Rider. Ouais, ça fait 65 mm. C'est les gros socles, quoi. Donc autant dire que même avec un mouvement S, ça fait pas mal de déplacements. Après, il a une taille de 4, donc il fait partie de ces personnages qui ne pourront pas être déplacés depuis la mise à jour de certaines compétences pour certaines figurines. Il coûte 5 en pouvoir. Il a 4 en défense physique, 3 en défense énergétique et 5 sur sa face en bonne santé en défense mystique. Et là, du coup, il y a une différence que vous voyez sur sa face blessée, où on voit que sur sa face normale, il avait le casque, et là, sur la face blessée, il n'a plus son casque, et du coup, il perd 2 en défense mystique. Et en fait, je trouve ça super cool, en vrai. C'est vraiment bien représentatif du fluff de cette armure-là. Alors moi, j'aurais bien aimé qu'ils, sur la figurine, ils mettent une tête alternative sans casque, mais bon. Comme ça, tu aurais pu, par un système d'aimant comme ce que tu as fait sur Thanos, pouvoir échanger sa tête en cours de partie pour voir. C'est vrai que ça aurait pu être cool en disant, ah bah tiens, là il était en mode normal et maintenant il est en mode je suis fracasse. Non, franchement, cool. En plus, j'aurais pu en faire un tuto de mettre un aimant sur la tête, ça aurait pu être cool. Ouais, c'est sympa. Voilà, c'est tout. Asmodée, si tu nous entends. Envoie-nous une tête alternative.
Du coup, je propose qu'on passe à ses attaques. Donc lui, il a deux attaques. Sa première attaque, c'est une attaque classique qui s'appelle coup. Donc c'est 2 en distance, 5 en nombre de dés d'attaque et 0 en pouvoir. Il gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés et il peut repousser derrière. Donc c'est plutôt cool, surtout si on veut lui faire tenir des positions. Je suis un peu déçu qu'ils peuvent repousser, j'aurais préféré qu'ils puissent lancer comme un peu l'attaque de Thor de base, en sachant que Thor coûte le même prix que lui, donc 5, et qu'on a un personnage qui va faire du 5D avec, ou je crois même c'est 6D Thor, entre 5 et 6D, je sais plus exactement, mais un repoussé, un lancé, moi je trouve que voilà, c'est un peu moyen, parce qu'il est quand même assez badass, et je le vois plus valdinguer les gars que juste leur dire bon maintenant tu dégages. Tu vois ce que je veux dire? Moi le pousser je le vois L'intérêt, c'est que se pousser, il n'y a pas de condition de taille. C'est-à-dire qu'il peut repousser, n'importe qui. même du Dormammu. Ouais, bon, ouais, c'est l'avantage. Et après, par contre, sa deuxième attaque, et qui est plutôt intéressante, pareil à distance 2, donc il faut quand même qu'il soit quand même au corps à corps tout le temps, lui. 7 nombre de dés et 4 pouvoirs. Et ce qui est intéressant, c'est que si on a un effet, donc un effet qui correspond à peu près à combien en termes Avec 7D, tu as, un petit peu plus de 60% d'avoir au moins un effet. Donc une chance, 6 chances sur 10, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, si on a cet effet-là, ben, on fait un ruée. Et d'ailleurs, c'est un peu blasant si on ne l'a pas. Parce qu'en fait, pour moi, cette attaque, tu es quasi obligé d'avoir, c'est ça qui est bien. Mais du coup, l'intérêt, c'est que si tu l'as, bah, tu économises en vrai, ça t'a coûté un point supplémentaire de faire ton super pouvoir en fait, de ton attaque. Et ce point supplémentaire, ça t'a donné 2 dés. Et ces 2 dés, bah, si je le compare à une carte tactique comme One to Punch, et bah là, tu aurais dépensé 2 pouvoirs pour pouvoir le faire. Un sur Juggernaut et un sur un pote allié à côté. Et là, du coup, ça te permet en gros pour un pouvoir d'avoir 2 dés. C'est plutôt pas mal. Juste derrière, donc, il a une compétence qui s'appelle Rien n'arrête le fléau. Donc cette fameuse compétence qu'il peut avoir avec l'attaque. Et là, c'est vrai que c'est un peu particulier. Donc, je vais te demander un peu ton avis aussi de comment tu vois la carte. Mais en gros, si je comprends bien, en fait, ce personnage est poussé de S, donc il est déplacé de S, et il n'arrête pas son mouvement s'il rentre en contact avec des éléments de terrain. Donc le mec peut nettoyer la table et l'élément de terrain avec lequel il est nettoyé tout simplement, il est retiré du terrain. Donc rappelons qu'en Brotherhood, si vous jouez Magneto en chef d'équipe, et ben du coup lui quand il va se déplacer et qu'il va fracasser des terrains, ben, vous allez gagner des pouvoirs que vous allez pouvoir donner. Alors l'idéal c'est de pas trop fracasser de terrain parce que sinon ben, comme la compétence c'est par tour, s'il en fracasse 3, bah, il y a à un moment donné des pouvoirs qui vont pas être affectés, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, il peut potentiellement fracasser tous les terrains qui seraient dans la réglette de S. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Tout à fait. Et donc, normalement, dans les règles de base, quand on pète un élément de décor ou qu'on atterrit sur un élément de décor, ça stoppe le mouvement directement là où l'élément de décor et le socle rentrent en contact. Et là, lui, dans son cas, lui, bah, en fait, on fait juste retirer l'élément de terrain, il va continuer son mouvement. Et donc, en continuant son mouvement, s'il rentre en contact avec un ou plusieurs personnages. Alors là, j'ai trouvé ça dommage qu'il précise ça. Alors, je comprends pas pourquoi il le précise, parce qu'en fait, il y en a qu'un seul qui est... voilà, s'il y a un personnage qui est touché, il va s'arrêter direct, si j'ai bien compris. Et dans ces cas-là, ce personnage va prendre un dégât. Ce qui est, je trouve, pas beaucoup. Mais juste, s'ils ont précisé des personnages, c'est parce qu'éventuellement, si les deux socles sont collés l'un l'autre et t'arriverais pile poil à le mettre au milieu, ça voudrait toucher qu'un seul personnage. Mais en fait, je trouve ça dommage parce que c'était déjà le cas en fait dans les règles de base. Ils te disent que si tu touches deux personnages, du coup, il n'y a qu'un mec qui prend les dégâts. Dans les règles, c'est précisé pour les collisions. Ouais. Donc c'est vrai que naturellement, on aurait pu penser que ça s'applique sur ce pouvoir-là aussi. Mais c'est même dommage parce que même si ça se faisait, en vrai,
ce serait pas de ouf, en fait, qu'il Ouais. puisse enlever 2 PV à 2 mecs. Après, il a un gros socle, donc il peut peut-être en toucher plusieurs d'un coup. Mais même s'il en touche plusieurs d'un coup, ce serait 3, tu vois, et ça fait pas non plus. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve que. Mais bon, après, c'est marrant. Le fun, en fait, je pense que ça sert surtout à peut-être nettoyer des décors. Par exemple, de quelqu'un qui aurait pas monté en l'air ou quelque chose comme ça pour attaquer un mec qui serait derrière. Et lui, il a fait la place, et l'autre, après, il peut aller le mec derrière, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas un peu cher pour trois pouvoirs? Je sais pas. Moi, je trouve ça un peu cher, et en plus de ça, il y a écrit que. Enfin, là, c'est quand même abusé. Si ce personnage a la condition spéciale déséquilibrée, il la perd. Alors, c'est abusé, oui et non. C'est abusé dans le cas d'un ennemi. Du coup, on lui donnerait un avantage. Mais en vrai, ça peut aussi te faire gagner une action contre un point de vie sur un de tes potes. Alors, moi, je l'avais pas compris comme ça. Ce personnage, pour moi, c'est le fléau. Déséquilibré, il utilise ce pouvoir-là et il retire sa condition déséquilibrée. Non? Ils n'ont pas dit si le personnage touché. Ouais, c'est peut-être ça. Alors, du coup, ça serait plus intéressant parce que lui, il perdrait. En gros, c'est au lieu de lui mettre stagger, mais en vrai, ouais. Après, il est étourdi, donc c'est pas forcément déséquilibré. Ouais. Donc, oui, oui. Oui, bah oui. Ça te permet, en plus de. Donc, d'une part, ça te permet de te déplacer, ça te permet de retirer déséquilibré dans la foulée, quoi. Oui. Moi, j'avais compris que c'était l'adversaire, donc bah, c'est bien vu, mais effectivement, après. Mais c'est pour ça que c'est chiant quand ils écrivent ce personnage. Ce serait plus clair qu'ils écrivent Juggernaut. Ouais. Voilà, comme ça, on serait fixé tout de suite, quoi. Mais oui, dans ces cas-là, c'est bien parce que du coup, là, le coup à 3, c'est vraiment, comment dire, situationnel. Et de se dire, bah, aujourd'hui, si Juggernaut il se fait marave, entre guillemets, et qu'il est déséquilibré, et ben derrière, il utilise 3 pouvoirs et au final, il va faire ses 2 actions quand même. Donc ça, c'est plutôt cool au final. Après, on a donc un autre super pouvoir qui est Jolly Punch. Si ce personnage subit des dégâts, il peut utiliser ce super pouvoir et réduire le total subi de 1 pour un pouvoir. Alors, toi, tu en penses quoi? Mais écoute, là, c'est plutôt pas mal parce qu'ils ne te disent pas pour un minimum de 1. Ouais. Ce qui est le cas dans la plupart des. Pour la plupart des super pouvoirs de réduction de dégâts, généralement, tu as toujours un minimum de 1 dégât. Donc là, ça veut dire que tu peux ne rien subir du tout. Oui. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Et en plus, à chaque attaque, il peut l'utiliser en vrai. Donc c'est bien. Après, c'est un peu dommage parce qu'il aurait pu l'avoir de base sans forcément payer un dégât. Enfin, un pouvoir. Oui, et je pense que en fait, certains personnages longs, ouais, mais avec un minimum de 1 à chaque fois. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis le coup avant. Ouais. Du coup, alors, comme on l'a dit, dans sa première phase, il a casque. Et donc, ça lui permet aussi de ne pas être repoussé ou déplacé. Mais il peut être lancé, du coup. Ou lancé, c'est considéré comme déplacé. Lancer, c'est ni pousser ni déplacer, non? Donc, il peut être lancé, par exemple, avec l'attaque de Thor, qui peut lancer les personnages de taille 4. Du coup, lui, il pourrait se faire balancer par Thor. Donc, ça pourrait faire du dégât. Mais par contre, il ne peut pas être repoussé ou déplacé par un effet spécial d'une attaque ou bien par un super pouvoir ennemi. Et c'est un effet spécial d'une attaque mystique. Ouais. Donc, où il peut être quand même repoussé ou déplacé par une attaque physique qui pourrait être repoussée ou déplacée. Tout à fait. Donc ça lui laisse quand même. Enfin, il y a quand même d'autres attaques qui permettent de faire ce genre de choses. Ouais. Après, on a élan inébranlable. Donc ça, c'est ce qui va faire que le personnage va commencer à devenir intéressant. C'est que si ce personnage, on le déplace une fois dans son activation, il gagne 2 pouvoirs. Donc on a 3 pouvoirs de base. Et 3 pouvoirs chez lui, ça fait quand même
bah, rien n'arrête le fléau, donc son super pouvoir le plus. Et du coup, s'il il a mis une attaque et qu'il a récupéré un pouvoir, il pourra faire tout le temps je suis le fléau. C'est plutôt cool. Et en plus de ça, lors de la prochaine attaque effectuée par ce personnage, il gagne 3 dés. Et là, ça commence à devenir fort quand tu as du 8 dés de base ou du 10 dés avec je suis le fléau. Parce que 10 dés je suis le fléau plus derrière rien n'arrête le fléau, on est plutôt cool quoi. Hein. Ça va faire un peu mal quand même, les gars. Voilà. Mais après, bon, voilà, le truc c'est est-ce qu'il va arriver à aller plus vite au corps à corps en fait. C'est ça la problématique. Donc je pense qu'une carte, et là je fais un petit aparté qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais une carte qui peut être intéressante pour lui de jouer, ça va être Face Me, où il va pouvoir dire à un mec à 4 de portée, mon gars je suis là, hop, le mec qui se déplace de sa réglette, donc c'est soit du L, du M ou du S, mais imaginons c'est un petit personnage qui se déplace à elle, genre, je sais pas, une Gwen Spider que t'aurais jamais pu aller chercher avec le fléau, et bah là elle va lui faire allez vas-y viens ici Gwen, hop, et elle va lui mettre une petite attaque, mais entre guillemets avec sa résistance de 4 en physique et ses 8 points de vie et le fait qu'il puisse encaisser -1 sur les dégâts, bah au final Juggernaut il s'en fout un peu de se prendre une petite claque quoi. Ouais, mais attention, hein, il faut que le Juggernaut se déplace. Si elle est déjà en contact, il va pas pouvoir utiliser Élan Inébranlable. Oui, non, mais en fait, Élan Inébranlable, c'est si au cours de son truc. Donc, là, moi, je parlais de Face Me. Donc, Face Me, il va lui dire, en gros, il peut attirer le personnage. Ça veut pas dire qu'après, derrière, il aura forcément les 10 dés, ou les 8 dés ou les 10 dés selon l'attaque. C'était juste que je pense que c'est une carte qui va permettre de pouvoir ramener plus facilement, entre guillemets, au contact les gens qui jouaient Juggernaut. Et c'est plutôt cool. Et pareil, on a une autre carte qui rentre dedans, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une carte qui te permet en fait que si tu as un allié à 2 ou 3 de toi qui s'est fait une attaque, du coup tu peux utiliser un pouvoir, ou je crois même c'est gratuit, je sais plus exactement, et ça te permet de te déplacer pour aller au secours de ton gars. C'est la carte où il y a Colossus qui court dessus. Je sais plus si tu as le... Oui. Je vois. Bon, ça ne me revient pas, c'est pas grave. Mais normalement, elle s'affichera en même temps qu'on parlera. On aura résolu ce problème-là. La magie du montage. Eh ouais. Donc voilà. Et du coup, après ça, donc il a, comme on a dit, il est immunisé à étourdi. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est l'effet étourdi? Étourdi, tes pouvoirs coûtent un point de pouvoir supplémentaire. Les super pouvoirs coûtent un pouvoir de plus. Je suis plus sûr de ce que c'est pour ça que je t'ai demandé la confirmation. Parce que dans ce jeu, mine de rien, il y a quand même une pelletée de conditions. Ouais. Et comme des fois on y joue en mode anglais avec les copains, et des fois on y joue en mode français, du coup ça fait beaucoup de termes, que ce soit français ou anglais, je les confonds. Parce que du coup, étourdi, je crois que c'est stun, en gros. C'est ça. Et moi j'aurais mis stun à la place en déséquilibré. Parce que dans tous les jeux, quand le mec il est stun, il peut plus rien faire. Et en fait, c'est dans le seul jeu là où entre guillemets, stun, c'est pas tu peux plus bouger quoi. C'est stagger. Donc c'est stun, un peu spécial. C'est ça. Ah non, pardon. Stun, c'est tu ne peux gagner que un pouvoir à la fois. Voilà. Ben, ça c'est plutôt cool qu'on lui mette pas parce que lui, ce serait un peu dommage s'il est limité à un pouvoir. Mais c'est vrai que effectivement entre stun, route et stagger, c'est des fois on a des fois un peu de mal à s'y retrouver. Ouais, mais il y a beaucoup de conditions et c'est vrai que des fois on oublie en fait les conditions de ouf. Enfin, moi j'ai refait des parties récemment et en fait il faut toujours avoir il y a plein de trucs qu'on a oubliés, mais plein en fait il y a des conditions, il y a plein de trucs, plein de détails que tu oublies tout le temps et tu fais oh punaise. Si je m'en serais rappelé, ben ça change la donne de ouf. Mais bon, c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend et c'est en faisant des erreurs qu'on avance aussi. Donc
j'ai envie de vous dire, chers joueurs, soyez encouragés du fait que avec le temps, plus le temps, l'entraînement, et plus vous allez avoir l'habitude de jouer vos personnages, et plus vous allez faire attention à ce genre de petits détails, et qui peuvent largement changer l'idée. Du coup, on passe sur sa phase blessée, parce qu'il y a des petites modifications. Donc, comme on l'a vu, la petite modification en défense mystique. Et là, il a perdu donc, la capacité qui était casque. Par contre, il a récupéré une nouvelle faculté qui est Avatar de Sitorak. Donc choisissez un élément de terrain ou un personnage ennemi de taille 3 ou moins. Bon, j'aurais préféré de taille 4, mais c'est pas grave, on va pas faire le gourmand. Parce que je le vois bien envoyer un camion. Enfin, et surtout qu'en plus, alors je sais pas si c'est... Non, c'est peut-être pas lui qui est représenté sur la carte Info ou en train de porter un truc. Enfin, c'est un mec balèze, quoi. Tu le vois plus porter des gros trucs. Et 3, je trouve c'est dommage. J'aurais préféré 4. Mais en tout cas, ça permet de l'envoyer à une distance M, ce qui est plutôt pas mal. Et ça lui donne un lancer supplémentaire sur sa face blessée. Pas de particularité en plus. 8 points de vie, ça va être dur à tomber. Il sera quand même chaud à résister sur une équipe de mecs qui peuvent faire des attaques mystiques. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pipou, de tout ce personnage, de toutes ses compétences? Moi, je le trouve plutôt sympa et très fluff, donc ça, j'aime beaucoup. J'aimerais le voir jouer parce que je me pose des questions sur son efficacité. Sur le papier, il n'est pas sexy, quoi. Ouais, c'est ça. Il est quand même cool parce que 16 points de vie, hein, faut pas oublier. C'est son principal avantage. Hein. Mais tu vois, si je le compare à un autre personnage à 5 qui est Ghost Rider, et il a presque autant de points de vie, il me semble. Il a un gros socle comme lui, il se déplace pareil, il aura plus de facilité à se déplacer. Et en plus de ça, si tu le fracasses, il revient avec sa carte Je reviens des enfers, un truc du genre. Et il revient tout neuf, quoi, si t'as un personnage tout neuf. Donc, moi, je trouve que, je sais pas, j'attends de voir quand il va être joué. Et je pense que, déjà, il y a des choses intéressantes, c'est ce qu'on va voir tout de suite en regardant les cartes. Mais si tu joues toutes ces cartes, tu te prends quand même 3 slots sur 5. Bon, il y a une carte où en fait, c'est un truc commun. Mais voilà, on va regarder ça. Donc, déjà, la première carte, c'est « Vous savez qui je suis ». Do you know who I am? Non, c'est là, et il y a une réplique comme ça, obligé. S'ils ont mis ça, c'est qu'il fait cette réplique à un moment donné. Ouais. Je sais pas à quoi ça fait référence exactement. Peut-être sa première apparition. Il faudrait que je regarde, parce qu'effectivement, dans sa première apparition, Xavier met un certain temps avant de connaître son frère. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est autre chose? Ouais. La communauté, si vous avez la référence, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On est toujours preneur. Et donc là, on a le fameux lancer à 4 que j'évoquais tout à l'heure, qu'il n'a pas dans son truc de base. Et pourtant, là, on voit qu'il est largement capable de le faire avec une carte. Donc voilà. Ce qui est intéressant avec cette carte, bon, pour 3 pouvoirs, donc c'est le coup classique, hein, si on l'a vu tout à l'heure, il payait 3 pouvoirs, il l'envoyait d'une distance M, là il paye 3 pouvoirs, il l'envoie d'une distance L, donc un peu plus loin. C'est que vous allez pouvoir faire balader 2 objets direct avec lui. En sachant que derrière, si vous jouez Brotherhood, ça fera 2 objets. Bon, déjà le taille 4, si tu sors Magneto plus lui, t'es déjà à 11 points. Bon, je pense que déjà, le fait d'en péter 2, ça va pas t'apporter des pouvoirs en plus. Mais voilà, en tout cas, tu peux le jouer aussi sur un autre tour. Pour moi, la 2 avantages, c'est cette carte. La première avantage, c'est que tu peux enchaîner 2 objets dans ton tour. Contrairement à un super pouvoir où tu es limité à 1. Donc là où s'il avait fait une attaque à 8D et qu'il a barrave dégâts et qu'il a récupéré des pouvoirs, il est blindé de pouvoirs, donc il peut, si potentiellement il a 6 pouvoirs, il peut jouer ça, plus celle qu'il a sur sa carte. Ça lui fait 2 objets, et donc ça fait des esquives en tout pour 5 pour celui-là et 4 pour l'autre. Donc ça fait 9, comme si un personnage s'était pris 9 touches, c'est plutôt fort. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une carte active,
peut être jouée pendant ton activation, mais pas forcément l'activation du fléau. Elle peut être jouée, imaginons je joue Magneto, c'est pendant l'activation de Magneto, et c'est là où ça peut être intéressant, je joue un personnage qui aurait attaqué un autre personnage et qui lui resterait 1 ou 2 points de vie, mais qui n'a pas de super pouvoir et que tu n'as plus d'action pour pouvoir lui taser ses 2 points de vie qui lui restent, son point de vie qui lui reste, et ben là, tu peux sortir ta petite carte. Regarde ça, tu l'avais oublié, hein, et bim, là tu te prends un décor du Taika dans ta gueule. Et donc ça peut être intéressant pour devenir en support sur un petit personnage, ou du moins pas forcément un petit personnage, mais un personnage qui n'aurait pas la faculté de pouvoir lancer des objets en super pouvoir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pipou? Ouais, non, c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir, faire un lancer comme ça sur une carte. Ça t'offre des choix de positionnement, et effectivement, au cours d'un même tour, il peut balancer du dégât de manière assez massive. Du coup, la prochaine carte qu'il a, c'est faire du grabuge. Making a rocking. Ouais. Et d'ailleurs, je précise, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis. Je trouve là sur les derniers packs que les artworks sont magnifiques, que ce soit ces packs ou les autres qu'on abordera plus tard, ils sont juste magnifiques. Du coup, faire du grabuge. Bah là, c'est pareil, c'est une carte qui est super bien parce que ça vous en fait permet de vous déplacer avec le fléau. Et là, pour le coup, lorsqu'un autre personnage allié à 3 d'un fléau allié est ciblé par une attaque, ce fléau peut dépenser 3 pouvoirs pour jouer cette carte. Après la résolution de cette attaque, le fléau avance de S et fait une attaque. Donc ça te permet de faire une attaque supplémentaire et un déplacement supplémentaire dans le cadre où le gars, un de tes potes, serait en danger à distance 3. Et je pense que distance 3 en danger, avec en gros la réglette de 3, le déplacement de S plus la taille du socle, tu seras forcément à portée 2 du mec qui a attaqué. Enfin, forcément à portée 2. Pas forcément, parce que s'il est de l'autre côté de... Ouais, mais en fait, en même temps, si le mec qui t'attaque à distance 5 et que t'es à truc 3, soit tu l'utilises que pour le mouvement, mais tu auras peu de chance de taper l'autre. Ouais. Mais j'ai envie de dire que si tu utilises cette carte, c'est que vraiment tu peux y aller pour taper, quoi. Claire. Ça serait un peu dommage d'utiliser cette carte juste pour un déplacement S. C'est sûr. Après, moi, je trouve qu'elle est un peu chère quand même, cette carte. 3 pouvoirs, c'est beaucoup, tu vois. Parce que là, comme on a dit, je trouve que ces cartes, elles sont intéressantes de jouer avec lui. Mais à un moment donné, 3 pouvoirs pour faire ça. 3 pouvoirs pour faire l'autre. Donc, rappelons qu'il peut gagner 3 pouvoirs si c'est déplacé. Bah, t'as pas 36 possibilités, quoi. Lui, il va commencer à être fort et pouvoir faire plein de trucs quand il aura commencé à fracasser un gars. Mais si l'adversaire, il a des personnages ou une équipe qui est un peu stratège et qui va toujours te mettre à distance, parce que, comme dit souvent des potes à moi, la meilleure façon d'affronter Hulk, c'est d'ignorer Hulk. Petite dédicace à Starloot. mais voilà, je pense que ça peut être intéressant, du moins, lui, quand il va cumuler les pouvoirs, de pouvoir faire plein de trucs. Mais en début de game, il les fait pas forcément les trucs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et je propose qu'on passe à la dernière carte qu'il y a dans ce pack. Et pour moi, en fait, cette carte-là ne concerne pas le fléau. Mais là, ça n'a pas de capacité de commandement. C'est assez étonnant de le retrouver dans ce set-là. Non, mais cette carte, elle est représentative. Le dessin, il est vraiment pour les X-Men, tu vois. Cette carte, mais j'y réfléchis pourquoi. Cette carte, il n'y a pas que en X-Men qu'elle va être super. Mais en tout cas, c'est une super carte. Et oui, en fait, on l'a dans ce pack pour que vous, les gars, vous achetez en fait le pack de Junkyard Dot. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse prix. Alors, le prix, voilà, c'est cher. 50 € la figue, alors qu'on a un Hulk à 37 et que c'est plus ou moins la même chose. C'est cher. Voilà, je ferme la parenthèse. Parce que j'aime pas trop parler de prix, mais j'avoue, là, à mon sens, ils ont un peu abusé. Surtout que dans Hulk, tu vas avoir une mission supplémentaire, il y avait 3 cartes. Si je compare avec MODOK aussi, qui est la même taille de socle, si je compare avec Ghost Rider, enfin, je trouve que voilà, j'espère que. C'est un peu dommage parce que. je reste dans ta parenthèse, excuse-moi. Ouais, vas-y. C'est un peu dommage parce que du coup, il y a un marché des proxys qui devient vraiment très très
très très actif. Hein. Tu as énormément de kuntas, de figurines que tu trouves sur Etsy, sur etc. Qui marchent bien parce que je pense que c'est parce que les sets Marvel Crisis Protocol sont quand même globalement quand même un petit peu chers. Hein. Oui. Mais c'est bien dommage parce que du coup parce que quand même les figurines sont vachement belles. Enfin, les figurines d'Atomic Mass Games sont généralement, à quelques exceptions près, sont généralement quand même bien sympas. Et, après je rebondis sur ce que tu dis et on fait un petit peu de hors sujet. J'espère que ça vous plaît, les gars. Je vous ai dit qu'on apporterait un peu différemment ce qu'on faisait par rapport à ce qu'on faisait avant. On arrive à sortir de nos sentiers battus. Et donc, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, le problème, c'est que les figurines de Atomic Mass Games, elles sont cool. Et je vais même aller plus loin au risque de choquer un peu certains. Mais en fait, si je joue à Marvel Crisis Protocol, c'est pour jouer à Marvel Crisis Protocol. Bah, c'est pas pour jouer avec d'autres filles. Après, j'ai rien contre les gens qui le font. J'aurais rien contre si un jour, parce qu'on organise des tournois régulièrement ensemble, Pipou, que vous veniez avec des figurines du moment qu'elles sont identifiables et qu'elles gardent un socle d'origine MCP et pas d'origine imprimée. Dans ces cas-là, il n'y a pas de raison qu'on vous la refuse. Mais dans le concept, ça m'embête un peu. Parce qu'à un moment donné, ce qui fait que le jeu est bien, c'est les règles, c'est le développement de toute la gamme et compagnie. Et si tout le monde commence à prendre les cartes à droite à gauche et en vrai se font imprimer un peu des figurines à 3 francs 6 sous, enfin je vais dire ça comme ça, mais c'est pas péjoratif, et ben au final, peut-être qu'à un moment donné, ça va peut-être faire aussi stopper le jeu. Alors que si les mecs au final le font, c'est qu'ils trouvent que le jeu est appréciable. Après, j'aime bien aussi avoir des armées qui soient un peu personnalisées par rapport aux autres, mais tu peux très bien prendre une fille. Maintenant, quand clairement tu te fais toute ton armée en proxy, c'est clairement parce que, entre guillemets, enfin désolé du terme, mais t'es un rapier. Et c'est pas parce que t'avais envie de personnaliser ton armée. Donc tu vois. Bah ouais, faut voir que pour que le jeu fonctionne, on va pas rentrer dans du mélodrame. Hein, Ouais, non, pas du tout. C'est de l'économie, c'est la loi du marché. Mais si on aime le jeu et qu'on a envie qu'il se développe, bah, malgré tout, si on passe sur des figurines pirates et qu'on télécharge les fiches, etc., les boutiques ne trouvent pas leur compte, Atomic Mass Games ne trouve pas son compte des jeux. De 1, alors, bon, Asmodée, ça va, non, mais après, solide. Mais c'est aussi toutes les boutiques qui distribuent et qui font vivre le jeu. Et c'est grâce à eux que le jeu est quand même joué, c'est eux qui hébergent les tournois, etc. Et donc, passer sur des commandes Etsy ou des trucs parallèles, bah, c'est dommage parce que du coup, on verra pas le jeu, on aura plus de mal à voir le jeu venir en France. Et les boutiques vont se désengager par rapport au jeu, c'est normal. Ouais, parce qu'à un moment donné, ils ont leur stock et qu'il leur reste sur les bras. Et puis, oui, après, voilà, je veux pas non plus, j'ai pas envie qu'on soit assimilé à genre, ouais, non, ils sont. Bon, c'est pas parler. Non, j'ai pas trop envie, mais en fait, tu vois, je te donne un exemple. Là, on parle de proxy, mais moi, j'ai plein de potes qui ont acheté le Kickstarter de Marvel United qui va arriver en mai. Donc on va tous le recevoir en mai. Et franchement, avec Marvel United, c'est en mode chibi. Donc c'est que comment dire, des genres de. Ils sont un peu mangarisés. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Bah en fait, pareil, en fait, ils peuvent très bien prendre ces figues si tu pars de ce concept-là. Et un autre concept, t'as des Lego Marvel. Donc tu peux très bien mettre un Lego dessus. Tu peux jouer avec n'importe quoi. Et puis après, à un moment donné, tu peux mettre aussi un Playmobil. Tu vois, et en fait, après, voilà, vous avez compris le concept, c'est qu'en gros, ça reste un jeu de filles avec la passion du jeu de filles et la passion des figurines qu'on nous propose. Putain, on est content quand on a des figues de qualité. Pourquoi s'embêter à faire l'impression 3D? Après, moi, je fais une petite dédicace. Désolé si je te cite et que tu n'étais pas d'accord, mais je vais parler un peu de Discordia. Discordia, lui, achète les figues et s'imprime de temps en temps des proxys. Mais parce qu'il aime bien, des fois, changer sa figurine. Mais ça, je trouve ça cool. Mais en même temps, il a quand même acheté la figurine de base. Donc on n'est pas dans le même concept de consommation. Et là, on voit de plus en plus de personnes popées, entre guillemets, qui eux sont vraiment, non, on va faire que du proxy. Et voilà. Bon,
J'ai rien contre vous, les gars. J'ai voilà, j'ai rien contre vous. Mais c'est juste que quand je joue à un jeu, j'aime bien jouer au jeu, quoi. Et c'est ça le partage, en fait. Bon. On ferme la parenthèse. C'est vrai que... Et après, ça va se déchaîner dans les commentaires. Non, surtout pas, c'est pas le but. Après, vous avez le droit de dire, moi j'aime bien les proxys, tout, attention, comme je le répète, je les trouve sympas. Après, en tant que peintre, et je vais juste rajouter ce petit détail, moi je trouve que la qualité des films qui sont créés en mode montage, avec des arêtes clean et tout, c'est quand même beaucoup plus agréable et on a un meilleur rendu peinture que sur des figurines en impression 3D. Alors je sais qu'on n'a pas tous les mêmes avis dessus, et peut-être qu'il y en a qui, et je connais d'autres peintres, qui regardent aussi régulièrement ça et qui ont peint aussi des figues en impression, ils seront peut-être pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, de mon expérience personnelle, je l'ai déjà fait sur des proxys Star Wars, et je trouve que la qualité des figues Star Wars ou MCP ou autre chose qui sont créées par les éditeurs, même du Warhammer ou quoi, c'est beaucoup plus quali en termes de peinture et du résultat qu'on peut avoir derrière que les figues qu'on m'a fournies en mode impression. Voilà. Là-dessus, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus des choses qui commencent à être plutôt pas mal. Hein. Non, mais c'est cool. Mais en fait, les trucs qui font une sorte d'arrondi et tout, et du coup, t'as pas les arêtes pour faire du lightning bien défini comme tu pourrais l'avoir sur un truc thermoformé. Bon. Toi, hop. Stratégie polyvalente. Stratégie polyvalente. Donc, je trouve que l'image, elle correspond bien parce que souvent, on le dit, et ça me fait penser à Syke, petite dédicace aussi au passage, qui dit, moi, je joue X-Men, et le leader des X-Men, c'est Cyclope. Et là, tu veux être fluff, je sais que t'aimes bien aussi être fluff dans les cartes. Donc ça, vous l'avez vu sur Nicoprime TV. Et en fait, il est tellement fluff que même les cartes qu'il choisit dans sa compo, faut qu'il y ait des X-Men dessus s'il joue les X-Men et tout. Donc là, tu vois, tu vas pouvoir être fluff parce que tu vois bien que Cyclope donne le pouvoir à Tornade. Et en plus, c'est une carte qui est avec les X-Men, donc tu pourras changer de pouvoir dans ton truc et en étant fluff et en te racontant le petit film que tu peux te raconter autour de la carte. Donc, vous l'aurez compris, cette carte est énorme. Pour moi, elle est énorme et ça ouvre des stratégies de ouf. Et j'espère qu'on va... Enfin, de toute façon, là, on l'a vu pendant qu'on tourne cette vidéo, il y a les figurines de Daredevil qui arrivent, les nouvelles Daredevil, qui donnent un nouveau commandant au syndicat du crime. Et en fait, on a, et là, j'espère qu'on aura ça, de plus en plus de commandants dans les affiliations qu'on a déjà existantes. Et là, c'est cool parce que du coup, en prenant cette carte, tu peux faire changer la game et donc te donner des éléments supplémentaires de crainte à ton adversaire et du fait qu'il ne puisse pas vraiment savoir ce que tu vas faire. Donc, je trouve cette carte très intéressante et je prends un exemple. En Cabal, tu peux commencer à jouer avec Red Skull, tu vois, et commencer à les attaquer et tout, de faire un masse de pouvoir, et bim, à la fin d'un tour, hop, c'est plus Red Skull, c'est Sin. Hop là, et donc du coup, on va rescorer derrière sur un double tour où j'aurais scoré du pouvoir, et j'aurais aussi scoré sur le pouvoir de Sin qui permet, enfin, il y a des choses, si tu sécurises ou si tu as un objectif, ça fait quelque chose. C'est hyper cool. Pareil, quand tu peux jouer avec Miles Morales au départ sur du Web Warrior, avoir plus de dés en esquive, et bim, d'un coup passer à Spider-Man, Amazing Spider-Man. Alors je me rappelle plus exactement ce qu'il fait, mais du coup c'est une totale stratégie. Tu pourrais démarrer avec un Captain America, et dès que tu commences à te faire niquer tes figues, passer sur Sam, ou bien dès que tu vois que le mec il peut t'envoyer tous tes personnages, si tu joues au Hulkbuster, passer par Hulkbuster et éviter de te prendre des dégâts de collision. Donc ça peut changer de tout les games et je trouve ça super intéressant. Et en plus, ça coûte gratuit. Je me pose une question, j'ai pas réfléchi, c'est une question qui me vient là maintenant. Comment ça va fonctionner avec la convocation ? Eux, c'est pas très intéressant parce qu'en vrai. Puisque. Ouais, non, il n'y a aucun intérêt. Enfin, si, sauf si ton leader est en train de crever. Ouais, voilà. Si ton leader est mais en fait, t'as tellement de cartes intéressantes en convocation
la prendre dans ton roster en plus, c'est un peu dommage, je pense. Ouais, d'accord, ok. Ensuite, c'était vraiment une question. Mais tu peux le faire, oui. Le seul intérêt pour eux, c'est quand ton leader il va crever. Parce qu'eux, ils peuvent changer en fait de la capacité de base. Par contre, si le leader en question il crève, tu crèves avec la capacité. Bah là, tu peux faire survivre ta capacité, enfin les deux capacités que tu as avec eux sur un autre gars. Oui, ça peut être intéressant, mais il y a tellement de trucs à faire en convocation que je sais pas si c'est pertinent. Oui. C'est déjà suffisamment complexe que on va pas rajouter en plus. Là, on va pas citer toutes les fois où ça peut être intéressant, mais j'espère qu'on vous a ouvert un peu l'esprit sur le fait que ça peut vraiment ouvrir une game et ouvrir des compositions. Donc pour moi, c'est une carte qui va, je pense, être beaucoup jouée. Je pense. En tout cas, et ça dépend comment elle est port. Elle risque de se retrouver dans les listes restricted. Restreinte. Ouais, ça m'étonnerait pas. Bon, après, on va voir là. On va voir comment la méta va évoluer avec ça. Mais je pense qu'il va y avoir des tricks en place qui peuvent être cool. Genre, j'en cite une dernière, mais Syndicat du crime. Au début, tu peux commencer avec Kingpin et du coup sécuriser pour deux et te dire bah, mes deux premiers tours, je fais ça. Et après, passer avec Daredevil. Et lui, Daredevil, c'est quoi déjà qu'il fait? J'ai pas révisé. T'as pas révisé. Mais en tout cas, c'est un pouvoir complètement différent. Et du coup, ça peut être super cool de passer de l'un à l'autre. Tu vois, ça peut te faire tes doubles stratégies avec certains pouvoirs, du moins. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, bah écoute, c'est toujours un plaisir de retrouver sur table des personnages qu'on a adorés sur le papier. Et j'apprécie toujours autant la façon dont Atomic Mass Game arrive à retranscrire en règle des éléments de fluff qui donnent toute la saveur à ce jeu. C'est clair. Bon, en tout cas, les gars, on vous a fait une vidéo qui dure assez longtemps. Là, je vois sur l'enregistrement, on est à 51 minutes. Donc, en fait, c'est qu'on était tellement contents de faire ce nouveau format et tout qu'on a beaucoup bavardé. On essaiera de garder plus ou moins la durée qu'on faisait déjà avant. Donc, si vous êtes encore avec nous, je vous remercie. Et je vous invite aussi à liker la vidéo, à souscrire à la chaîne et à partager, à y commenter. Mettez toutes vos remarques, toutes les choses qu'on peut améliorer ou dire. Et puis j'espère que en fait, vous allez continuer à nous suivre malgré le fait qu'on change de chaîne. Et je souhaite pouvoir avancer aussi dans, dans, dans le nombre d'abonnés de cette chaîne. Donc n'hésitez pas à partager et à me soutenir. Et entre guillemets à soutenir aussi Pipou en allant régulièrement sur son blog. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Wow. C'est un plaisir de pouvoir continuer ces vidéos avec toi. Et je souhaite bon vent à cette nouvelle chaîne. Merci beaucoup, mon pote. Et puis, de toute façon, on va pas s'arrêter là. On va en faire plusieurs et on a d'autres idées en tête. À bientôt, mon pote. Ciao. Ciao.